s'imaginent encore que le jeu vidéo isole. Vous savez, le gamer dans sa chambre, tout seul, qui n'a pas d'amis. Pourtant, il encourage la coopération, la rencontre et l'esprit d'équipe. Et si le jeu vidéo, c'était un nouvel espace de socialisation? Les scientifiques super doués construisent une machine capable de récolter la puissance la plus dingue de tout l'univers, l'amour. C'est beau. C'est en mode super mignon, hein. Lovers in Dangerous Space Time, c'est un jeu où on va jouer deux occupants d'une navette spatiale et en fait on va devoir coordonner nos actions afin de pouvoir progresser et évoluer dans les niveaux. Donc là on se fait attaquer, ces petits vaisseaux-là, il faut les exploser. En fait, il faut qu'on défende le vaisseau, en gros, voilà, à deux. C'est du vrai coopératif. Ouais, du vrai coopératif, parce que du coup, on se fait attaquer des deux côtés. Donc, il faut vraiment coopérer pour le défendre. Ça va, tu conduis bien. T'as pas touché de mur encore pour l'instant. Contrairement aux idées reçues, est-ce qu'il y a une véritable valeur sociale dans le jeu vidéo? L'idée que le jeu se joue à plusieurs, déjà, en fait, c'est dès l'origine du jeu vidéo. C'est-à-dire, quand on regarde les premiers, que ce soit Pong ou même Space War, en fait, la possibilité de jouer à deux est présente, en fait. Ce qui apparaît plus tardivement, en fait, c'est la question de la coopération entre les joueurs. Probablement, il y a d'autres choses avant, mais un qui avait beaucoup fonctionné, puisque d'abord, c'est la culture de l'arcade, c'était Gauntlet. Avec l'option, en fait, de jouer à 4 joueurs en même temps sur une borne d'arcade. À l'époque, c'était vraiment une prouesse technique, quoi. En termes de mécanique, sur l'arcade, en fait, on a essentiellement des dispositifs où on est ensemble contre l'ordinateur. Maximum 2, Gauntlet proposait 4, parce que l'arcade, en fait, a des objectifs qui est très spécifiques. C'est-à-dire il faut que ce soit des jeux courts pour qu'on remette de l'argent. Donc, on a une histoire, en fait, du jeu coopératif qui est aussi en lien avec la question des machines. Et on peut dire qu'en fait, la coopération s'est vraiment développée énormément au sens de complexité des interactions entre joueurs. C'est développé sur ordinateur. Il y a une poignette, on va aller bien à la gauche. Non, là pour l'instant, vas-y, reste là. En fait, c'est ça, coper, c'est que tu me mets en situation de pouvoir tirer. Merde. Tu vois que je suis nul. Non, mais c'est bien. Il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle les LAN, LAN party. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? On voit le terme apparaître dans les années 90. Il s'agit pendant plusieurs jours en fait, d'organiser des compétitions, des confrontations. Quand tu fais un peu d'histoire du jeu vidéo, tu te rends compte que tu as assez tôt ces trucs-là. En fait, même sur Pong, on a trouvé des documents de longs week-ends où les gens venaient, faisaient des tournois de Pong. Donc c'est associé en fait très tôt au jeu vidéo. Là, on va s'écraser là. Voilà. Et ça, c'est toi. Comment tu expliques que, quand même, dans la société, on ait cette image un peu erronée du fait que le jeu isole? Alors pourquoi on a cette image? Parce que probablement c'est les sociétés qui deviennent de plus en plus individualistes et que du coup le jeu vidéo est un truc un peu symptomatique ou emblématique en fait, et utilisé comme un symbole pour dire regardez, les gens sont de plus en plus seuls. Une des propriétés du jeu, c'est de créer du lien. Alors soit de créer, soit de consolider des liens qui sont déjà là, des copains, des collègues de bureau, on se met à jouer. Et un autre présupposé qu'il faut casser, c'est que en fait, les relations sont virtuelles dans les jeux en ligne. En réalité, alors dans le cas des MMO, en fait, les gens se connaissent très vite. Moi, je sais que personnellement, j'ai rencontré mon copain à l'heure actuelle sur un jeu, quoi. Ouais, sur quoi? J'ai rencontré sur Red Dead Redemption. Dans le Colorado à cheval. Et après, on a fait la guerre du Vietnam tous les deux. Donc forcément, tu sais, la guerre, tout ça, ça resserre les liens. Là, on vient de faire du couch gaming. Mais l'arrivée d'Internet, en fait, elle a permis aux joueurs de se retrouver en ligne. J'aimerais qu'on aille sur Portal 2. Je vais appeler Melek, qui est en train de faire actuellement un épisode sur la compétition dans le jeu vidéo. Et on va essayer de résoudre ensemble les énigmes du jeu. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Aujourd'hui, les tests se feront en tandem. Ah! Melek is here. Hi. Hi. Hello. I made a portal for you. Ah, yeah. Ah, perfect. Okay. You do one for me. Just go through. Nice. That's work. Perfect.
Okay. And now... You get a cube from me. And I get a cube from you. Okay. And we have to put it here. Yeah, okay. Nice. Étalonnage des cubes effectué. Aucune variance Oh, yeah. détectée. Le saviez-vous, les humains n'aiment pas les variances pondérales. Playing the game you love, you automatically meet people that love the same thing as you do. So you already have a basis together. And when you work with them within a team, when you play with them, you spend a lot of time with those people and you get to know them. And that's how friendships are made in the real world as well. And also, if you go to offline events like LAN parties or maybe a competition somewhere, you meet those people in real life and they become real friends. What do we learn play Portal like we do just before? You learn teamwork. You have to cooperate with your teammate. You have to take care of him. You have to make sure that he advances to the next level with you. So that's basically what you learn from Portal. And as the computer said, humans need to learn teamwork. And robots do already know what teamwork is. Oui. Hello. And now, what happens now? Endlich. The Computer's like, perfect. finally. Oh, there's confetti! les premiers robots l'étalonnage. That's a big party. High five! Thank you, Melek. Qu'est-ce que le jeu en ligne a changé en termes de socialisation? Il a remplacé des choses. Je pense qu'il a remplacé le club, qui a été très important, qui existe encore, hein, les clubs de jeu existent, mais la salle d'arcade a disparu, ou elle est à la marge. On est passé à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de ce qu'on appelle la culture de la rue à la culture de la chambre. Je pense que ça a pas changé fondamentalement la nature des sociabilités. Ce que ça a changé, c'est la façon d'y accéder. J'ai appelé quelques amis à moi pour venir faire une partie sur Ghost Recon Wildlands en coopération. Donc il est sorti cette année. On incarne des agents spéciaux qui vont devoir infiltrer un cartel en Bolivie. On vous entend les gars, ok? Ouais, donc on évite les... voilà, hein. On connaît, hein. On connaît la chanson. Hein. C'est qui conduit là? C'est toi, Kev? C'est moi. Tu sais plus conduire. Ça va être épique. Bah oui, bah. Ok. Moi, je vous préviens, j'ai pas énormément d'armes. Hein. Moi, j'ai les armes basiques. Hein. Ouais, vous me couvrez. Hein. Je vais avoir besoin de cover parce que vous avez des tenues. Les mecs, non mais attends, Prédat, t'as une tenue de malade. Tu pars où vous faites un bac par la droite? Bah pour l'instant, j'essaye de spotter tous les ennemis comme ça. Ouais, déjà, on va voir Yaki. Je vais compromettre la mission, je le sens. Et bon, ils sont tous spotés. Ok, nickel. Vas-y, attends, je me mets à un endroit, je vais me mettre en hauteur pour spotter les autres. Oh, il y a des moutons. Bon, bah, vous me dites quand vous êtes prêts. Je suis prêt. Ouais, c'est bon, je suis prêt. On fait quoi? 3, 2, 1. Attention, j'ai perdu ma cible. Ah, il y en a un qui a perdu sa cible? Qui c'est qui était sur le numéro 1? C'est bon, j'ai eu l'autre. Moi, j'étais pas sur le 1, hein. Moi, j'étais sur le 4. Moi, j'ai bien fait mon travail. Hein. Du coup, on fait quoi là? On y va en mode bourrinage là? Ok, nickel. Ouais, il faut commencer à avancer là, ouais, c'est bon. Ouais. Trop d'efficacité, les mecs. On vient de libérer l'otage. Ah, il te suit. Rentre dans l'hélicoptère, il te suit l'otage. On va devoir l'extraire à notre base en fait pour qu'ils soient en sécurité. Est-ce que tu peux un peu débriefer ce que tu viens de voir? En quoi ça illustre la valeur sociale du jeu vidéo? Là, j'ai l'impression que c'est un mix entre des gens que tu connais de la vraie vie et d'autres qui sont connus par le jeu. Il y avait les deux en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait tout l'implicite qu'il y a dans vos interactions. C'est-à-dire, en fait, il y en a un qui est un peu reconnu comme le spécialiste, a priori. C'était Prédat, non? Ouais, c'est ça. Prédat apparaissait. Donc, on est dans un mode coopératif avec un phénomène quand même de leadership derrière, c'est-à-dire de quelqu'un qui a l'habitude et en fait qui va un peu guider, aiguiller l'ensemble de la communauté. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait tout l'implicite dans les blagues que vous avez, dans des clins d'œil que vous faites sur d'autres parties, sur le fait qu'il y en a un qui a fait n'importe quoi, mais c'est pas la première fois, c'est son style d'être un peu bourrin. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle
en sociologie des communautés de pratique, c'est-à-dire des groupes sociaux qui s'organisent autour d'une activité, d'une pratique, et en fait qui ont plein d'implicites qui leur permet d'être super. En fait, ils n'ont pas besoin de tout se redire à chaque fois. Ils ont des raccourcis, des jargons, des blagues communes, qui fait qu'ils sont très efficaces en fait dans la réalisation du jeu. Je fais quoi? Je me pose devant eux, on sort, on les défonce? Normalement, t'appuies sur flèche de gauche. La tactique magique douille, quoi. On se pose, on les défonce, on se barre. Bah, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, voilà. Ils sont tous vus, hein. Ah oui, là, ils nous ont. Là, on est légèrement rodés. Ah, je sais Là, pas qui c'est qui est au sol? Attendez, je vais être au sol là. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh putain, Il y a Preda, il est au sol. Je vais être au sol moi aussi là. Oh, t'as fait n'importe quoi. Est-ce qu'on se définit nécessairement des rôles? Et surtout, est-ce que ça va nous renvoyer à quelque chose dans la vraie vie? Le jeu a cette capacité de mettre partiellement, pas complètement, entre parenthèses, ce qu'on appelle nos propriétés sociales, c'est-à-dire ce qui nous définit dans la vraie vie. Et donc, on peut partiellement reconstruire des identités ou redéfinir des rôles sociaux dans le cadre du jeu. C'est-à-dire quelqu'un très timide dans la vraie vie, qui peut tout d'un coup devenir un leader dans le jeu. Et ça, c'est vraiment une propriété très forte du jeu. Et voilà, c'est ce que Huizinga appelait le cercle magique. On rentre dedans et on redéfinit un peu la réalité. Donc là, c'est fini, là. Ok, donc je peux tuer tout le monde. Quoi? Quand on parle de jeux vidéo, est-ce qu'on n'oublie pas que finalement, fondamentalement, c'est un jeu à la base? La question que se posent tous les chercheurs, c'est à quoi ça sert le jeu, en fait. Et une des réponses, ça a été la question de la fonction sociale. C'est de dire, en fait, ça sert à consolider les sociétés. Et même pour les anthropologues, en fait, c'était de dire que le jeu et le rite, c'est un peu la même chose. Donc le jeu vidéo s'inscrit dans cette histoire de créer du lien ou de consolider des liens sociaux. Et c'est la fonction première du jeu, la fonction sociale du jeu, elle est là-dedans. Ouais. Soit consolider des liens, soit créer des nouveaux liens.